Le désert et l'oasis, ce que Kanto a osé dire tout haut. Introduction, le choc immédiat. Imaginez un pays béni des dieux. Un pays avec du pétrole sous ses pieds. De l'or dans ses collines. Des forêts parmi les plus denses d'Afrique. Des fleuves qui ne s'assèchent jamais. Une terre que ses propres enfants appellent, avec une fierté qui fait parfois mal, l'Afrique en miniature. Maintenant imaginez que, dans ce même pays, des médecins sans salaire vendent des médicaments depuis leur voiture. Des soldats qui risquent leur vie à la frontière attendent leur prime pendant que leurs supérieurs prélèvent des cotisations sur ce qu'ils ont déjà. Des ambassadeurs cloués à Yaoundé, faute de billets d'avion, pendant que le président de la République, lui, s'installe confortablement à Genève pour la énième fois. Ce pays existe. Il s'appelle le Cameroun. Et ce lundi 15 juin 2026, un homme a posé sur cette réalité des mots d'une précision chirurgicale. Des mots qui brûlent. Des mots que certains attendaient depuis longtemps, et que d'autres auraient préféré ne jamais lire. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer la façon dont vous regardez ce pays. Partie 1. Contexte et fait, quand une pensée devient un acte politique. Il ne l'a pas dit depuis un podium. Il n'avait pas de micro, pas de foule en délire, pas de costume fraîchement repassé pour l'occasion. Maurice Kanto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, a simplement publié un texte. Un texte court. Quelques paragraphes à peine. Ce qu'il appelle lui-même une « pensée », et c'est la 112e de l'année 2026. Oui. Vous avez bien entendu. La numéro 112. L'homme écrit, réfléchit et publie avec une régularité qui ferait rougir la plupart des journaux. Mais ce texte-là, la pensée numéro 112 à 2026, n'est pas comme les autres. Dans une période où le silence politique règne au sommet de l'État, où Paul Biya est absent du territoire national pour des raisons de santé, où le vice-président promis depuis des années n'existe toujours que sur le papier, où le remaniement gouvernemental attendu depuis novembre 2025 est toujours imminent, sans jamais arriver, dans ce vide assourdissant, Kanto a choisi de parler. Et quand Kanto parle, il ne fait pas dans la dentelle. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre le contexte dans lequel cette pensée a atterri. Parce qu'un texte politique, ça ne tombe jamais du ciel. Ça tombe toujours dans un moment précis, pour une raison précise. Nous sommes en juin 2026. Le Cameroun vit une période de transition silencieuse mais réelle. Paul Biya, 93 ans, oui, 93 ans, gouverne ce pays depuis 1982. 44 ans. Pour vous donner une idée, en 1982, il n'y avait pas d'Internet. Michael Jackson venait de sortir Thriller. Et Biya, lui, était déjà là. Aujourd'hui, il est à Genève. En soins, selon les informations qui circulent. Personne n'a communiqué officiellement sur son état de santé, parce que dans ce pays, la santé du président est un secret d'État aussi bien gardé que les réserves pétrolières. Le vice-président ? Toujours pas nommé. La Constitution l'exige pourtant. Mais la Constitution, au Cameroun, on la lit quand ça arrange. Le remaniement ? Promis depuis novembre 2025. 8 mois plus tard, on attend encore. Les ministres se regardent dans les couloirs en se demandant qui sera encore là demain matin. Et pendant ce temps, le Conseil constitutionnel doit examiner, le 17 juin prochain, un recours du MRC contre la prorogation des mandats des conseillers municipaux. Un recours juridique. Concret. Qui dit, les règles du jeu ont été trafiquées, et nous en apportons la preuve. C'est dans ce contexte-là que tombe la pensée numéro 112. Partie 2, le conflit, l'image qui gifle. Permettez-moi de vous lire, et surtout de vous expliquer, la phrase qui a fait le plus de bruit. Ceux qui ont fait de notre pays un désert habitent les oasis et nourrissent leurs courtisans des quelques cactus qui poussent dans le sable. Relisez ça. Lentement. En quelques mots, Kanto vient de décrire toute la mécanique du pouvoir camerounais depuis des décennies. D'un côté, les oasis, les palais présidentiels, les villas de fonction, les comptes en banque à Paris et à Zurich, les voyages en jet privé, les soins dans les meilleurs hôpitaux d'Europe. Ceux qui vivent dans ces oasis ne manquent jamais de rien. Jamais. De l'autre côté, le désert, les hôpitaux sans médicaments. Les routes défoncées. Les écoles sans table ni banc. Les jeunes diplômés qui finissent vendeurs de crédits téléphoniques sur les carrefours de Yaoundé et Douala. Et entre les deux, les cactus. Ce sont les miettes distribuées aux courtisans, les petits ministres,
les directeurs généraux de pacotille, les hommes de main qui assurent la loyauté du système. On leur donne juste assez pour qu'ils ne se retournent pas contre leur maître. Juste assez pour qu'ils continuent à applaudir, à valider, à faire semblant. Mais ce n'est pas tout. Cette image du désert, elle n'est pas une métaphore abstraite. Elle a des noms. Elle a des chiffres. Les militaires des régions en crise nord-ouest, sud-ouest qui attendent leur prime de guerre depuis des mois. Des soldats qui risquent leur vie dans la brousse pendant que des officiers supérieurs, bien installés à Yaoundé, prélèvent des cotisations sur leur maigre salaire. Vous avez bien entendu, on prélève sur le salaire de quelqu'un qui risque de mourir demain. Les docteurs. Des gens qui ont passé 10, 15 ans à étudier. Qui ont des titres, des thèses, des expertises. Et qu'on retrouve devant les grilles des universités à vendre des beignets ou à conduire des mototaxis, parce qu'il n'y a pas de poste pour eux dans la fonction publique. Mais il y a de la place pour les fils de les 50 milliards. Vous vous souvenez de la visite du pape François? 50 milliards de francs CFA dépensés pour accueillir le Saint-Père en grande pompe. 50 milliards. Pendant que les hôpitaux publics commandent des antibiotiques et les reçoivent après expiration. Les ambassadeurs bloqués à Yaoundé faute de per diem et de billets d'avion pour rejoindre leur poste. Pendant que la délégation présidentielle se paie des suites au président Wilson hôtel à Genève. Voilà à quoi ressemble le désert camerounais vu de près. Partie 3, révélation et décryptage, ce que Kanto dit sans le dire. Mais Kanto ne s'arrête pas à l'image du désert. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il écrit, ils ont couvert du manteau de l'égoïsme, de la méchanceté et de la haine des vallées fertiles et des rivières abondantes. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête longuement. Parce qu'elle contient une affirmation philosophique d'une gravité extrême, le Cameroun n'est pas pauvre. Il a été appauvri. Délibérément. Ce n'est pas la même chose. Un pays pauvre, c'est un pays sans ressources. Un pays appauvri, c'est un pays dont les ressources ont été confisquées, détournées, exportées au profit d'une minorité. Le Cameroun est le deuxième producteur de cacao d'Afrique. Il exporte du pétrole depuis plus de 40 ans. Il possède des réserves d'or, de cobalt, de bauxite dans sa partie orientale dont certaines n'ont jamais été vraiment exploitées ou plutôt, ont été exploitées dans des conditions si opaques que personne ne sait exactement combien ça rapporte ni où va l'argent. Le bois. Les forêts du bassin du Congo sont parmi les plus précieuses de la planète. Des millions d'hectares. Des concessions accordées, selon plusieurs rapports d'ONG internationales, à des conditions qui font régulièrement scandale, des redevances dérisoires, des entreprises fantômes, des circuits financiers qui disparaissent dans des paradis fiscaux. Ces rivières abondantes dont parle Kanto, elles existent vraiment. Elles coulent. Mais leur eau ne désaltère pas le peuple camerounais. Et ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des analyses publiées par des institutions sérieuses. Jeune Afrique. Global Financial Integrity. La Banque mondiale elle-même a noté, dans plusieurs rapports successifs, le paradoxe camerounais, un pays à revenu intermédiaire avec des indicateurs de développement humain dignes d'un pays parmi les plus pauvres du monde. Le voile dont parle Kanto, il a une forme très précise, il ressemble à un discours officiel qui répète depuis 40 ans que le Cameroun avance, que les efforts sont en cours, que la grande ambition est en marche. Un discours soigneusement entretenu par une presse d'État qui confond information et célébration du régime. Mais voilà que quelque chose commence à changer. Et ce changement-là, il n'est pas venu d'une révolution. Il n'est pas venu d'un coup d'État. Il est venu, comme souvent dans l'histoire, d'une accumulation silencieuse de prises de conscience individuelles qui finissent par se rejoindre. Partie 4. Analyse satirique, le Cameroun, ce pays qui refuse de mourir. Permettons-nous maintenant de regarder cette situation avec le regard légèrement de côté, légèrement en biais, qui est le propre de la satire camerounaise. Parce que dans ce pays, on a développé depuis longtemps un art particulier pour survivre à l'absurde, on en rit. On en fait des proverbes. On en fait des chansons. Et parfois, on en fait de la politique. Regardons ça ensemble. Paul Biya gouverne le Cameroun depuis 1982. Pour gouverner aussi longtemps, il faut soit un génie politique extraordinaire, soit un système extraordinairement bien huilé pour empêcher toute alternance. Ou les deux. Mais voilà, et c'est là que la satire rejoint la tragédie. Le résultat, après 44 ans, c'est un pays où les jeunes partent. Par milliers. Par dizaines de milliers. Des médecins. Des ingénieurs.
Des chercheurs. Des enseignants. Des journalistes. Ils font leurs valises et ils vont exercer leur talent ailleurs, en France, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis. Pas parce qu'ils ne s'aiment pas le Cameroun. Mais parce que le Cameroun, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, n'a pas de place pour eux. C'est ça, le vrai scandale silencieux, un pays qui forme ses propres cerveaux pour les exporter gratuitement vers les pays riches. La France n'a même plus besoin de coloniser le Cameroun. Le Cameroun s'auto-colonise très bien tout seul, en envoyant ses meilleurs éléments financer les retraites françaises et les hôpitaux belges. Mais attention, restons sérieux. Parce que dans ce tableau sombre, il y a une chose que la pensée de Canto met en lumière et qu'on ne dit pas assez, l'espoir n'est pas mort. Je vous le dis avec certitude, notre pays est une promesse de bonheur partagé, écrit-il. Cette phrase est peut-être la plus courageuse de tout le texte. Pas parce qu'elle est naïve, Canto n'est pas naïf. C'est un juriste, un ancien juge à la Cour internationale de justice, un homme qui a passé plusieurs mois en prison pour avoir osé contester un résultat électoral. Il connaît le prix de la lucidité. Cette phrase est courageuse parce qu'elle refuse le désespoir comme option politique. Le désespoir, c'est commode. Quand on désespère, on ne vote plus. On ne milite plus. On ne conteste plus. On prend son visa et on part, ou on reste et on s'accommode. Le désespoir, c'est le meilleur allié d'un régime qui dure. Canto dit, non. Le Cameroun n'est pas condamné à être ce qu'il est. Et il y a dans cette affirmation une tradition politique africaine profonde, celle de leaders qui ont refusé de laisser leur peuple se convaincre de leur propre infériorité ou de leur propre fatalité. Lumumba. Sankara. Cabral. Des hommes qui ont dit à leur peuple, vous n'êtes pas pauvre parce que vous êtes incapable. Vous êtes pauvre parce qu'on vous a volé. Canto ne dit pas autre chose. Il le dit en français académique avec des métaphores de désert et d'oasis, mais le message est le même. Maintenant. Est-ce que ce message suffit? C'est là que la satire camerounaise reprend ses droits. Parce qu'au Cameroun, on a une expression, on ne mange pas les mots. Les discours, même les plus beaux, ne remplissent pas les assiettes.